Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat, le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou celui du temps de parole. La parole est à Monsieur Henri Cabanel pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le ministre. Vendredi dernier, commentant l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et le Mercosur, le Président de la République a déclaré, je cite, « Cet accord est bon à ce stade ». Pourtant, comme l'ensemble des agriculteurs, je m'inquiète du stade d'après. En effet, qu'en sera-t-il demain si cet accord devait s'appliquer en l'état avec l'importation en provenance des pays d'Amérique du Sud de 99 000 tonnes de bœuf par an, 180 000 tonnes de volaille et 180 000 tonnes de sucre? Comment peut-on demander, à juste raison, à nos agriculteurs d'être plus vertueux dans leurs pratiques et laisser entrer des productions qui ont un recours massif aux produits phytosanitaires, comme l'autorise déjà au Brésil le président Bolsonaro? Le dérèglement climatique fait payer un lourd tribut à nos agriculteurs, avec des phénomènes inédits, tels que le vent chaud qui a grillé des centaines d'hectares de vignobles héroltais et gardois vendredi dernier, du jamais vu. Donc non, je pense que l'accord n'est pas bon en l'état si des garanties solides n'étaient pas apportées concernant les enjeux de climat, de sécurité sanitaire et de concurrence loyale. Nos agriculteurs sont fiers de leur production, mais ils veulent les mêmes règles. On ne peut pas en même temps vouloir porter très haut les engagements de l'accord de Paris sur le climat, défendre un projet de loi climat-énergie ambitieux et de l'autre valider des échanges avec des pays qui, sans scrupules, pratiquent la déforestation responsable de 20% des gaz à effet de serre. Cela ne correspond pas à l'attente sociétale. Un bon accord doit être bon pour la France. Il ne faut pas vouloir sacrifier notre agriculture au profit de notre industrie. Monsieur le ministre, je suis profondément choqué qu'un accord d'une telle importance soit approuvé par une Commission européenne sur le départ, comme un cadeau empoisonné. Le CETA en application depuis septembre 2017 n'est pas encore ratifié par le Parlement français. Venez à votre question. Pouvez-vous nous assurer que pour le Mercosur, une procédure plus démocratique sera mise en place et que rien ne s'appliquera avant les débats au Parlement français? Merci. Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, merci beaucoup pour votre question. Je sais qu'il y en a d'autres qui viendront sur le même thème et cela permettra d'explorer les différentes facettes de cet accord politique dont les contours ont été actés, mais on est là non pas à la fin d'un processus, on est là au début d'un processus et notamment d'un processus démocratique parce que naturellement le Parlement européen aura à se prononcer, les parlements nationaux auront à se prononcer et c'est heureux. S'agissant des aspects agricoles que vous avez plus particulièrement développés dans votre question, je voulais dire que la France elle a été d'une vigilance extrême du début à la fin du processus, en tous les cas depuis mai 2017. Et c'est cette vigilance qui nous a permis d'obtenir, j'ai envie de dire même d'arracher, un certain nombre de mesures qui sont de nature à rassurer. Je pense en particulier au fait que les quotas qui ont été alloués, par exemple pour la viande bovine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'équilibre du marché européen. Je rappelle que nous sommes exportateurs nets en viande bovine, par exemple, vers le monde entier. Je parle de la France. Par ailleurs, si d'aventure le marché devait être déstabilisé, la filière déstabilisée, on a vu que la filière sucre rencontre un certain nombre de problèmes à la suite de la fin des quotas, eh bien, nous avons obtenu, et c'est une première, une clause de sauvegarde. Et cette clause de sauvegarde, elle permettra justement de stopper les importations liées à ces quotas supplémentaires s'il est observé un dysfonctionnement sur le marché. C'est très important, c'est la première fois. Et ce type de clause, on a pu également les actionner dans le cadre de l'OMC récemment concernant une filière industrielle, l'acier et l'aluminium. Donc c'est effectif, ça marche et ça fonctionne. Par ailleurs... Vous avez fini, monsieur le secrétaire? Voilà.
La parole est à Madame Christine Pruneau pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans la même veine que mon collègue à l'instant, depuis l'annonce de la signature de l'accord Europe et des pays du Mercosur, les déclarations du gouvernement ne sont pas claires. Bon pour nos marchés pour un ministre, quand un autre avoue ne pas connaître le contenu, et autre d'ajouter qu'il faudrait peut-être regarder dans le détail. Donc voyez, oui, du détail, nous en avons besoin, tant cet accord est nocif pour la santé, l'environnement et surtout notre agriculture. Pour preuve, 74% des produits phytosanitaires utilisés au Brésil sont interdits en Europe et d'ailleurs le Brésil n'a pas l'intention non plus d'accepter d'appliquer l'accord de Paris sur le climat. Et qu'attendez-vous, Monsieur le Ministre, de l'abaissement des droits de douane sur l'importation de milliers de tonnes de viande bovine gavée aux OGM et aux antibiotiques? C'est un non-sens. Ratifier cet accord, c'est sacrifier l'agriculture paysanne au profit de l'agrobusiness mondialisé. Et pour garantir une transparence totale, les clauses de sauvegarde ne seront pas suffisantes. Donc pour nous, Monsieur le Ministre, c'est mission impossible. Alors la France sera-t-elle capable d'exemplarité en s'opposant à la ratification de cet accord? Je vous remercie. Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je reprends donc à par ailleurs. S'agissant donc des volets agricoles ou environnementaux de cet accord. Je l'ai dit, un certain nombre de garanties pour l'agriculture et des garanties qui sont, je le redis, une première. S'agissant de l'environnement, il est très clair que tous les produits qui sont interdits à la consommation en Europe le demeurent également pour des produits qui sont produits à l'étranger, en dehors du territoire de l'Union européenne. Et donc, hors de question d'avoir du bœuf aux hormones, hors de question d'avoir un certain nombre de produits faits avec des substances que nous n'utilisons pas. Je pense en particulier grâce au nouveau règlement vétérinaire européen qui entrera en vigueur à la fin de 2021. Or, cet accord Mercosur, compte tenu des délais justement de discussion, de débat, de finalisation au sein du Parlement européen comme des parlements nationaux, n'entrera pas en vigueur avant notre nouveau règlement vétérinaire qui, lui, est très protecteur. S'agissant de l'environnement, il y a quelques semaines, le Brésil se posait la question ouvertement de quitter l'accord de Paris. Eh bien, le Brésil, manifestement, a changé d'avis. Il a choisi son camp. À Osaka, on l'a vu, puisque le président brésilien a signé le communiqué des 19, incluant justement l'accord de Paris, là où le président Trump s'y est refusé, raison pour laquelle d'ailleurs la France s'est opposée à l'ouverture de négociations commerciales avec les États-Unis, puisque ce pays est sorti de l'accord de Paris. Et donc, il est très clair que nous gardons cette ambition climatique et environnementale. Et s'agissant de l'agriculture, je veux préciser que nous avons, grâce à cet accord, la reconnaissance de la qualité de notre agriculture et de nos IGP. Je le dis parce que un certain nombre de productions, je pense au jambon de Bayonne, je pense, monsieur le sénateur, au vin, par exemple, du Languedoc et du Roussillon, sont désormais protégés. Merci Madame Pruneau, il vous reste 30 secondes pour une réplique. Oui, Monsieur le Ministre, je vous trouve bien optimiste. Notre agriculture est bonne, de qualité, c'est pas le problème, ce sont les autres. Mais il faut que vous sachiez que cette contestation va de la FNSEA à la Confédération paysanne. Donc vous voyez, nous avons des entretiens qui sont vraiment contre cette ratification. Vous avez une grande responsabilité dans cette ratification future, je le présume, de cet accord. Et nous le regrettons vivement. Vous faites là une grosse erreur, Monsieur le Ministre. Le gouvernement fait une grosse erreur, Monsieur le Ministre. Monsieur Martial Bourquin, pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, chers collègues. Madame la Ministre, Monsieur le Président, le 4 novembre 2014, un accord était signé entre le gouvernement français et l'entreprise General Electric. Dans cet accord, GE prenait de nombreux engagements. Il devait, avec l'acquisition de la branche énergie, créer 1000 emplois supplémentaires. Il vient d'en annoncer
la suppression de 1044. Selon les calculs des syndicats de Belfort et de Villeurbanne qui étaient en visite au Sénat hier, l'entreprise a supprimé 3000 emplois. GE s'engageait à faire de Belfort un centre de décision mondial de l'énergie, s'engageait à maintenir les quartiers généraux pour les turbines à gaz et à vapeur à Belfort. Les équipes de direction devaient être situées en France. Ces clauses devaient s'appliquer, entendez bien, pour 10 ans. Ils devaient maintenir les activités de recherche. Le plan social touche de plein fouet la recherche et développement. Allez-vous laisser faire, Madame la Ministre. Au-delà des 50 millions d'amendes pour les 1000 emplois non créés, allez-vous exiger un moratoire sur ce plan social? Allez-vous mettre en œuvre des suites juridiques qui s'imposent pour la non-application de l'accord de 2014? La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bourquin. D'abord, je veux repréciser une chose sur le site qui est concerné par 800 suppressions d'emplois, auxquelles s'ajoutent des suppressions d'emplois sur les fonctions support. Ce site appartient à General Electric depuis 1999. Je veux également préciser que General Electric détient la licence de R&D sur la production du site, également de manière antérieure, et donc ce n'est pas une prédation sur la R&D d'Alstom en aucune façon, mais c'est bien un développement qui avait été fait par General Electric. S'agissant de l'accord que vous mentionnez de 2014, cet accord prévoyait un certain nombre d'éléments qui avaient d'ailleurs été étendus, effectivement, pour certaines parties, à l'activité que possédait déjà General Electric au titre de ses turbines à gaz. Mais je veux repréciser que, contrairement à ce que vous avez indiqué, General Electric a recruté 3000 personnes. Alors, par le jeu des départs et des départs naturels, nous sommes à moins 1000. C'est la réalité. Et les faits sont têtus, Monsieur Bourquin, j'en suis désolée. Que par ailleurs, et ce n'est pas bidon, j'en suis désolée, que par ailleurs, ils ont investi 1 milliard d'euros chaque année dans la R&D, que par ailleurs, ils sont effectivement... ils ont installé 4 sièges sur 5 sur les énergies renouvelables en France, qui représentent aujourd'hui une des activités d'avenir de General Electric. Cela ne va pas dire que l'on va rien faire, évidemment, sur ce dossier. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, est en contact direct avec Larry Culp. Il lui a manifesté son souhait que ce plan social soit révisé à la baisse. Nous serons évidemment aux côtés de l'ensemble des salariés pour faire en sorte qu'à la fois les dispositions de reclassement dans les autres activités de General Electric, et je rappelle qu'ils ont 3000 personnes à Belfort par ailleurs, soient activées et qu'un suivi personnalisé leur soit adressé pour qu'ils puissent reclasser dans des activités de diversification. Je vous remercie. Merci. Monsieur Martial Bourquin, il vous reste 39 secondes. Madame la Ministre, pour être très clair, il n'y a pas que l'ode à General Electric qu'il faut entendre. Essayez d'entendre ce que vous disent les syndicats, y compris la CGC, la Solidaire qui est dans ces entreprises, la CFDT, qui vous donnent des statistiques comme quoi il y a eu 3000 suppressions d'emplois. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on vous demande un moratoire et non pas à la baisse le plan social qui est proposé. Dernière chose, imaginez-vous, Madame la Ministre, qu'un industriel français aille en Amérique et se comporte de la sorte, il aurait des milliards à payer d'amende et il pourrait même être en prison, comme c'est arrivé à quelqu'un d'Alstom. Il faut réagir, Madame, et défendre l'industrie française. Défendons l'industrie française. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Decool pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président, Madame la Ministre de la Santé, chers collègues, je n'envisageais pas vous interroger sur un sujet aussi inattendu que le lait infantile pour bébés allergiques aux protéines de lait. Pourtant, la presse se fait l'écho d'une situation assez inédite. Certains parents sont plongés dans une véritable angoisse. Il faut le savoir, des nourrissons ne digèrent pas le lait de vache. Cette allergie peut entraîner des symptômes très graves. En revanche, ces nourrissons acceptent les protéines de riz.
Je vous interpelle pour évoquer la pénurie de ce lait particulier dont les fabricants connaissent des difficultés d'approvisionnement. L'origine est identifiée. En janvier dernier, ces produits à base de protéines de riz auraient été infectés par la salmonelle. La production étant ralentie, les usines sont dans l'incapacité de répondre à la demande qui augmente. Cette pénurie, vous en doutez, crée une surenchère des prix. On parle même de l'instauration d'un marché proche de la contrebande. À la lecture de certains témoignages, ces boîtes de lait se vendent sur certains sites internet 30 voire 50 €. C'est extrêmement gênant, pour ne pas dire scandaleux, quand il s'agit de la santé. Selon l'Association française de pédiatrie ambulatoire, l'allergie aux protéines de lait de vache concernerait 2 à 7 % des enfants en bas âge, soit de 16 à 56 000 nourrissons. Je note d'ailleurs le caractère assez approximatif de ces chiffres. Cette situation est doublement problématique. D'une part, au niveau du prix anormalement élevé pour les parents, mais également par le fait que certains produits de substitution au lait de riz sont déconseillés par la communauté médicale, d'autre part. Face à l'angoisse, les parents achètent sur Internet des produits non validés. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la Direction générale de la santé semblent se renvoyer la balle. Nous avons cherché à les contacter pour connaître le point de vue des acteurs compétents, et cela depuis plusieurs jours. Il faut conclure. Sans réponse, je me tourne vers vous, Madame la ministre de la Santé, pour connaître vos intentions afin d'apporter des réponses à cette situation très inquiétante. Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Decaule, merci pour cette question qui, je l'espère, va me permettre de rassurer des parents inquiets face aux ruptures de stock qui affectent les laits infantiles destinés aux enfants allergiques aux protéines de lait de vache. Environ 1,5 % des enfants de 2 mois seraient allergiques aux protéines de lait de vache. Or, vous l'avez dit, en raison de la survenue d'une infection à salmonellose dans les préparations infantiles du groupe Lactalis, puis Modilac, ces laits ont été retirés du marché par mesure de précaution. De fait, cette situation a eu pour conséquence de créer une rupture de stock pour l'ensemble des laits infantiles destinés aux enfants allergiques. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a alerté les professionnels du secteur des aliments de l'enfant afin de leur signifier le problème. Et donc la Société française de pédiatrie a établi des recommandations en fournissant une liste de produits susceptibles de constituer des alternatives au lait infantile manquant. Cette liste est disponible sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. Les parents doivent être vigilants car certains aliments ne couvrent pas les besoins nutritionnels des enfants, notamment tous les laits végétaux dont on parle parfois, qui sont abusivement présentés comme du lait à base de soja, de riz ou encore d'amandes. Ces boissons peuvent entraîner des carences nutritionnelles et des manifestations pathologiques. Nous ne les conseillons pas. Afin de trouver le produit adéquat, je demande aux parents de prendre conseil auprès de leur médecin ou de leur pédiatre ou de leur pharmacien qui leur indiquera celui qui convient le mieux à leur bébé. Soyez assurés que cette situation est suivie avec beaucoup de vigilance par la Direction générale de la santé dans mon ministère et que tout est mis en œuvre pour régler ces difficultés. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Daniel Grémillet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, vendredi dernier, le Président de la République saluait la conclusion de l'accord politique trouvé entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Depuis, face à l'unanimité des voix qui s'élèvent contre, et depuis, on dit c'est la faute de la Commission, c'est la faute de l'Europe. Je dirais tout simplement l'Europe, c'est vous aussi. Et quand je dis cela, la réalité, c'est que la France a fait preuve de faiblesse et n'a pas su, au bon moment, imposer les lignes rouges quand, parallèlement ici, on légiférait il y a un an sur Egalim, où on évoquait des dispositions supplémentaires sur la sécurité pour les consommateurs, où nous on fait rêver les agriculteurs avec les états généraux de l'alimentation, où on a parlé de montée en gamme. À l'inverse, les pays avec lesquels il a été négocié sur le volet agricole, modèle complètement différent, 74% des produits utilisés, des produits phytosanitaires, sont interdits dans l'Europe.
Là-bas, on nourrit les animaux avec des OGM, ici, on l'interdit. Ma question, elle est simple. Qu'allez-vous faire par rapport à la sortie de l'Angleterre vis-à-vis du Brexit? Allez-vous utiliser ou pas le veto sur l'accord du Mercosur? Et troisième hypothèse, si vous ne l'appliquez pas, est-ce que vous allez revenir pour redonner de la compétitivité à l'élevage français? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Daniel Gremillet. Il se trouve que nous débattons de ces sujets de politique commerciale dans cet hémicycle régulièrement. Et d'ailleurs, le Sénat a adopté le 27 avril 2018 une résolution européenne en vue d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne d'une part et le Mercosur d'autre part. C'était Pascal Alizard et Didier Marie qui en étaient les rapporteurs. Et donc, cette résolution était une résolution à laquelle nous ne pouvions que souscrire. Tout y était. Et les fameuses lignes rouges que le Sénat a adoptées, je vous les cite. C'était, d'une part, ne pas accepter une demande du Mercosur portant sur un volume d'exportation de viande bovine qui ne serait pas absorbable par le marché européen. Consommation française, 1,5 million de tonnes équivalent carcasse. Consommation européenne, 7 millions. Et production française, 1,3 million. On ne couvre pas notre consommation nationale. Et les 99 000 tonnes correspondent à 2 steaks par Européen. On ne peut pas dire que ce soit ça qui va déséquilibrer le marché. Deuxième exigence posée par le Sénat, le fait d'inviter le gouvernement à mettre en place une enveloppe globale. C'est ce que nous avons obtenu justement dans le mandat entre l'Union européenne, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Je pense que le président Bizet pourra le confirmer. Troisième condition qui était posée, la mise en place de mesures de sauvegarde spécifiques. C'est ce que nous avons arraché justement. C'était une demande française et eh bien c'est une concession qui était faite par le Mercosur. Enfin, je cite les 2 dernières conditions sénatoriales, l'inscription dans l'accord de la reconnaissance des indications géographiques, 360 IGP européennes reconnues, dont bon nombre qui sont sur tous nos terroirs, donc conditions remplies, et enfin, le fait de flécher des ressources pour les filières particulièrement concernées par les ouvertures commerciales. Le commissaire Hogan a annoncé 1 milliard d'euros. Nous avons été fidèles à la feuille de route tracée par le Sénat. Monsieur Gremillet, vous avez encore 25 secondes pour la réplique. Oui, Monsieur le Ministre, vous venez de rappeler ici les positions du Sénat. J'aurais aimé vous entendre sur les positions du Sénat concernant ce qui a été voté au niveau des Galim, sur le fait que l'ensemble des produits consommés en Europe, consommés par les Français, correspondraient bien au modèle européen. Ce que vous êtes en train de signer est tout à fait l'inverse. Et je serais tenté de dire, il est temps que le président de la République, qui a promis une Europe qui protège, qui l'a relayé dans son discours de Rungis, eh bien il est grand temps de passer de la parole aux actes. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Moga pour le groupe Union centriste. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes questions rejoignent en partie celles d'Henri Cabanel et de Daniel Gremillet. Aujourd'hui, des agriculteurs, des parlementaires, des ONG dénoncent les importations déloyales auxquelles l'agriculture française et européenne sont confrontées. Depuis 2000, les importations ont presque doublé en France et 10 à 25% des produits importés ne respecteraient pas les normes imposées aux producteurs français. La lutte contre ces importations prédatrices constitue un enjeu économique de sécurité sanitaire et de santé publique. Face à l'inquiétude des consommateurs, à la détresse des agriculteurs soumis à cette concurrence déloyale, Madame la Ministre, que comptez-vous faire concernant la mise en application de l'article 44 de la loi Egalim? Pour garantir l'application de cet article, les représentants des agriculteurs vous ont proposé la création d'un comité composé de la DGCCRF, de la DGAL et de l'ANSES et des organisations professionnelles agricoles. Allez-vous donner une suite favorable à cette demande? Enfin, le 1er juillet, la Commission européenne a conclu les négociations avec le Mercosur. Celui-ci devra être approuvé par l'Union européenne, par le Parlement européen, puis ratifié par les États membres. Si nous savons qu'un bon accord commercial est bénéfique à tous les pays signataires, le monde agricole, les éleveurs, les consommateurs sont inquiets car l'Union européenne va libéraliser ainsi une grande partie de ses importations. Madame la Ministre, quelle garantie pouvez-vous donner que les gros volumes de viande
ou d'autres produits agricoles importés soient exempts de produits phytosanitaires ou de molécules interdites en Europe. Je vous remercie. Merci. La parole à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Moga, vous interrogez le ministre de l'Agriculture, que je vous prie de bien vouloir excuser, sur l'application de l'article 44 de la loi Egalim. Cet article interdit la vente de produits agricoles faisant usage de produits non autorisés par la réglementation européenne. J'attire votre attention sur le fait que cette disposition ne tient toutefois pas compte du principe des LMR, limites maximales de résidus, définies au niveau européen. Ces limites sont fixées pour protéger les consommateurs par rapport aux éventuels risques de résidus, de pesticides ou de médicaments vétérinaires. Ainsi, seuls les produits qui comportent des teneurs inférieures à ces limites fixées par le droit de l'Union européenne peuvent être mis sur le marché de l'Union européenne. Je le redis, cela a été dit par mon collègue, je le réaffirme. Concernant le comité de suivi de l'application de l'article 44 que vous évoquez, nous penserons que cela doit s'inscrire dans une réflexion globale des conditions d'importation. Cela a notamment fait l'objet des échanges entre le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ce mardi et le Conseil de l'agriculture française. Enfin, plus généralement, sur les accords internationaux, je souhaite vous rassurer, Monsieur le sénateur, en matière sanitaire et phytosanitaire, l'accord du Mercosur, comme tous les accords de commerce de l'Union européenne, ne remettra pas en cause le principe selon lequel tout produit qui entre dans l'Union européenne doit être conforme à ses normes et standards. Je l'affirme avec solennité. À ce titre, le bœuf traité aux hormones ou les produits OGM non autorisés ne pourront accéder au marché européen. D'ici à l'entrée en vigueur de l'accord, le règlement vétérinaire récemment révisé de l'Union européenne devrait s'appliquer. À ce titre, en 2022, les importations de viande issue d'animaux ayant reçu des antibiotiques comme activateurs de croissance ou des antibiotiques critiques seront interdites. Cette règle s'appliquera également au Mercosur. L'accord ne modifie en rien ce qui est décidé par les législateurs européens et nationaux. Je vous remercie. Monsieur Moga, il vous reste 15 secondes pour la réplique. Merci, Madame la Ministre. Je vous remercie de votre réponse. Ce qu'attendent les agriculteurs, les consommateurs, c'est effectivement que la qualité des produits importés soit à minima la même que celle que l'on impose aux producteurs, européens. Et je crois que les consommateurs vous jugeront là-dessus et vous jugeront votre capacité à faire appliquer les règles que l'on s'impose dans notre pays en Europe. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Antoine Karam pour le groupe La République En Marche. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, à 8000 km de Paris, sur une terre guyanaise qui porte les exploits européens de la conquête spatiale, c'est un drame glaçant, récurrent et indigne d'un pays développé qui se joue. En effet, depuis le début des années 2000, la population amérindienne est touchée par une série dramatique de suicides. Il y a quelques semaines encore, c'est une jeune documentaliste de 26 ans du collège Grand Mandifou de Maripasoula qui s'est donné la mort pour ce qui n'est rien de moins que le 10e suicide depuis septembre, soit le 6e depuis janvier 2019. Le plus souvent, ces actes suicidaires sont le fait de jeunes adolescents, parfois même d'enfants, pour qui la mort devient l'ultime solution à un mal-être et à un désarroi profond. Ils sont Wayampi, Wayana, Tékos ou encore Kalinia, Palikour et Arawak, tous amérindiens et français. Pour eux, le taux de suicide est 8 à 10 fois supérieur à la moyenne nationale. Notre responsabilité est de dire que cette situation insupportable doit cesser. Cependant, vous le savez, Madame la Ministre, l'appel que je lance aujourd'hui n'est pas le premier. Fin 2015, un rapport parlementaire proposait déjà 37 recommandations pour lutter contre ce phénomène. Force est néanmoins de constater que peu d'entre elles ont été suivies des faits. En filigrane, nous le savons, c'est une question de la reconnaissance des droits des peuples autochtones et notamment de la ratification de la Convention 169 de l'OIT qui est posée. Elle est en effet un préalable à la reconnaissance de leur identité et à la restauration de l'estime de soi. Ma question, Madame la Ministre, dans ce contexte, je vous le demande, quel engagement le gouvernement entend-il prendre en faveur des Amérindiens de Guyane pour les aider à enrayer
ces vagues de suicides, mais également les accompagner dans la reconnaissance légitime de leurs droits fondamentaux. Je vous remercie. Merci. La parole à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le sénateur Antoine Karam. Oui, les suicides d'Amérindiens en Guyane, et nous en avons déjà largement parlé ensemble, dans les communes reculées de la Guyane, sont 25 fois plus nombreux que dans l'Hexagone. C'est un véritable drame et avec mon collègue Jean-Michel Blanquer, nous avons décidé l'envoi sans délai d'une mission d'inspection accompagnée d'un psychologue pour identifier et remédier aux dysfonctionnements qui génèrent une telle situation, notamment dans ce collège, et d'accompagner la communauté éducative qui en a grand besoin. Depuis 2 ans, l'État a envoyé des équipes spécialisées pour renforcer le pôle santé dédié effectivement à ces questions. Début 2019, le rectorat a mis en place une cellule d'écoute également renforcée, là aussi, et nous avons effectivement mis les moyens humains, mais vous savez, les changements sociétaux qui bouleversent profondément et très rapidement la société amérindienne sont très certainement aussi à l'origine d'une partie de ces gestes de désespoir. Pour ce qui est de la Convention, et vous l'avez cité, 169 de l'Organisation internationale du travail, vous savez que notre droit national fait obstacle à la reconnaissance du droit particulier à des groupes spécifiques. Mais pour autant, la France applique largement les grands principes de cette convention. Et vous le savez, dans le cadre du plan d'urgence Guyane, il a été décidé, c'est un engagement, le transfert de 400 000 hectares de foncier pour effectivement les populations amérindiennes. Et je veux qu'on puisse rapidement, avec les peuples autochtones, avec la collectivité, mettre en place ces transferts, notamment dans la création d'un établissement public dédié. La question amérindienne fait pleinement partie, vous le savez, de l'identité guyanaise et il faut en être fier. La France a 2 peuples premiers. Il faut que nous puissions nous impliquer aux côtés de ces peuples premiers, de leurs spécificités, du besoin d'accompagnement. Mais je crois aussi qu'il serait intéressant que nous puissions travailler avec d'autres pays qui, sur ces sujets, ont largement avancé, le Canada, et je vous renouvelle ici cette proposition de travail en commun. La parole est à Madame Maryse Carrère pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la restructuration du service des finances publiques que vous mettez actuellement en œuvre soulève des inquiétudes auprès des élus locaux, malgré les annonces faites d'augmentation du nombre de points d'accueil. Des inquiétudes parce que derrière la promesse de non-fermeture au 1er janvier 2020, on assiste à une disparition des missions de perception qui sont le cœur des compétences des trésoreries. Dans mon département, ce n'est pas moins de 13 trésoreries qui sont concernées, alors même qu'elles sont sollicitées par plus de 60 000 usagers chaque année. Oui, Madame la Ministre, il faut prendre en compte les récentes évolutions fiscales, comme la suppression de la taxe d'habitation ou l'imposition à la source. Malgré cela, les trésoreries et la fonction de percepteur gardent une importance capitale. Outre le souci de sécurité qu'occasionneront le déplacement des usagers qui devront parcourir de longues distances, la réduction du réseau des trésoreries viendra aussi impacter directement les collectivités et les régies publiques. Nous avons aussi des interrogations car si nous saluons la création de points de contact supplémentaires, nous doutons de leur pérennité à moyen et long terme. Interrogation encore quant au rôle et à l'utilité de ces futurs conseillers aux collectivités déployés sur les intercommunalités. Nous craignons que la création de permanences ne soit qu'un leurre permettant progressivement de fermer des centres qui, inadaptés aux besoins, deviendront sous-fréquentés et donc fermeront leurs portes. L'adage pourrait nous faire dire reculer pour mieux sauter, là ce serait créer pour mieux supprimer. Les élus de nos territoires ne sont pas dans une attitude conservatrice et ne souhaitent pas forcément un statu quo. Ils entendent bien faire des propositions pour garantir un maillage équilibré des trésoreries sur nos départements. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous garantir que les propositions des élus seront étudiées et prises en compte dans cette réorganisation de trésorerie? Et pouvez-vous aussi nous préciser le rôle de ces futurs conseillers aux collectivités? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Maryse Carrère, vous m'interrogez sur la réorganisation du réseau de la DGFiP dans votre département des Hautes-Pyrénées.
Depuis des années, le réseau de la DGFiP, l'un des plus importants sur notre territoire avec près de 3600 points de contact, se transforme pour s'adapter à la fois aux évolutions démographiques et aux changements de pratiques. Chaque année, de nombreuses trésoreries étaient ainsi fermées, sans visibilité territoriale d'ensemble et sans que les élus, la population et les agents soient toujours bien informés en amont. Conscient de l'évolution des missions de la DGFiP, vous les avez citées, prélèvement à la source, suppression de la taxe d'habitation, mais surtout de la nécessité de s'adapter aux besoins des usagers, le ministre de l'Action et des Comptes publics a souhaité rompre avec cette pratique en proposant une véritable démarche de concertation, département par département, visant non pas à réduire la présence de ce service public sur nos territoires, mais au contraire à l'accroître de 30%. Ainsi, dans votre département, il est proposé que 5 communes deviennent de nouveaux lieux d'accueil dans votre département. Sarp, Aurelan, Bordères-sur-les-Chaises, Juillan et Barbazan-de-Bas. En tout état de cause, soyez assurée, Madame la sénatrice, qu'aucune trésorerie n'a vocation à fermer au 1er janvier prochain. Au contraire, cette démarche s'appuie sur 2 constats auxquels le nouveau réseau de proximité des finances publiques a vocation à répondre. Premièrement, ces dernières années, les services ont été concentrés dans les métropoles sans tenir compte des besoins du territoire. Deuxièmement, l'implantation des emplois publics doit continuer à jouer un rôle d'amortisseur des inégalités territoriales. Il faut donc prendre en compte les besoins spécifiques liés par exemple aux caractéristiques physiques du territoire et sociales de sa population. Concrètement, les 4 prochains mois seront pour les élus, les agents des finances publiques, les usagers et les représentants de l'État dans votre département l'occasion de débattre et donc d'accueillir vos propositions sur les futurs lieux et modalités d'implantation du réseau des finances publiques. Rien ne sera donc décidé sans vous. La parole est à monsieur Claude Berry-Debat pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous sommes nombreux à vous interroger sur l'accord avec le Mercosur que l'ensemble des écologistes et des agriculteurs sont unanimes à dénoncer et cela devrait vous interpeller. Aujourd'hui, nos agriculteurs qui doivent respecter des normes toujours plus strictes sont très inquiets de la concurrence déloyale générée par cet accord qui est en totale opposition avec nos ambitions agroécologiques. C'est une aberration pour notre agriculture et ce, malgré vos dires, comment pouvons-nous imaginez faire face à l'importation de milliers de tonnes de viande, de bœuf, de porc, de volaille et de sucre sans dégâts sur nos filières. C'est une aberration pour la santé de nos concitoyens. Comment pouvons-nous nous assurer du respect de nos normes face aux pratiques agricoles de ce pays à base d'OGM, de pesticides, d'antibiotiques et d'absence de traçabilité? Nous n'y parvenons pas déjà aujourd'hui au sein de l'UE. C'est une aberration écologique et politique enfin. Peut-on ouvrir nos frontières économiques au Brésil, dont le gouvernement fait fi des accords de Paris, déforeste à tout va et piétine les droits sociaux? Aussi, Monsieur le Ministre, nous attendons de vous d'autres garanties que celles que vous venez d'énumérer dans vos réponses et qui sont notoirement insuffisantes pour s'assurer du respect des normes sociales, environnementales et sanitaires pour sauver notre agriculture et le climat. Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, merci de m'interroger sur ce processus de négociation entre l'Union européenne et le Mercosur, un processus qui a été relancé notamment à l'occasion du Conseil européen du 20 et 21 octobre 2016 et François Hollande siégeait à la table du Conseil européen. Non, il s'agit de bien expliquer d'où viennent les choses et comment nous les avons fait aboutir en obtenant un certain nombre de garanties qui jusqu'à maintenant n'avaient pas été obtenues. S'agissant des tonnages, je vous l'ai dit, ils concernent des quantités minimes par rapport à notre production nationale et par rapport à notre consommation nationale comme européenne. Sur les contrôles sanitaires, nous sommes et nous serons toujours intraitables. Il y aura naturellement des audits dans les abattoirs là-bas. Il y a des contrôles dans nos ports et il y a des contrôles dans la distribution et nous continuerons à monter en puissance, notamment grâce aux 400 douaniers qui ont été recrutés dernièrement. Par ailleurs, un certain nombre de produits de qualité français, européens, justement, ont été reconnus. Et nous diffusons notre modèle, ce modèle basé sur les IGP, parce que
les Américains, qu'ils soient du Nord ou du Sud, n'avaient pas cette habitude-là. Et on le voit, ces accords permettent de diffuser des normes, nos normes. Et s'agissant de l'environnement, le Brésil a souscrit donc à l'accord de Paris. Et le président brésilien a souscrit noir sur blanc dans l'accord au fait de les mettre effectivement en œuvre. Et les engagements brésiliens, je vous les rappelle, c'est planter 12 millions d'hectares de forêts supplémentaires. C'est baisser de 37% les gaz à effet de serre. Et bien maintenant, nous jugerons sur les actes, nous jugerons sur pièce. Et d'ailleurs, nous avons mis en place une nouvelle méthode avec études d'impact indépendantes, avec études scientifiques indépendantes pour que vous puissiez juger vous-même sur pièce et sur place. Monsieur Berry-Debat pour le groupe socialiste et républicain, il vous reste 32 secondes. Oui, quelques réponses rapides. Sur le Brésil, actuellement, il déforeste à tout va. Donc, il continue à faire ce qu'il sera obligé d'arrêter. Ensuite, vous n'aurez aucun contrôle. Les contrôles se feront, mais il n'y aura pas de sanctions. Donc, là-dessus, il faut faire attention. Sur le tonnage, quand même, des milliers de tonnes, presque 100 000 tonnes de bovins, des milliers de tonnes de porcs, de volailles, etc., vont déstabiliser le marché. Alors, interpellez quand même, interrogez-vous par rapport aux manifestations de toute l'arc-en-ciel des agriculteurs. Ça va de la FNSEA jusqu'à la coordination paysanne. Pourquoi sont-ils aussi remontés? Et enfin, un peu plus de démocratie dans l'examen de ce traité. Madame Jacky de Romédy pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le ministre, environ 3 millions de Français vivent à l'étranger. Le ministère a supprimé depuis déjà plusieurs mois le service du notariat, qui entre pourtant dans les compétences des consulats au terme du décret du 16 juin 1976. Ce service était d'une grande utilité pour les actes tels que les contrats de mariage et autres, et de plus extrêmement rentable. Pourquoi a-t-il été supprimé ? En outre, 1 300 000 Français de l'étranger sont des retraités expatriés la plupart du temps pour raisons économiques. Permettez-moi d'évoquer ici la véritable persécution administrative que subissent nos compatriotes français de l'étranger retraités en matière de certificat de vie. Chaque année, ils doivent se présenter aux autorités pour faire valider leur certificat de vie, puis les envoyer à leur caisse de retraite. Il n'y a toujours pas de dématérialisation alors qu'on en parle depuis trop longtemps. Problème d'acheminement de courrier dans les deux sens, sachant que dans certains pays, les services postaux n'existent pas. Certains retraités doivent effectuer plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre au poste diplomatique français le plus proche. D'autres n'ont pas les moyens de s'y rendre et voient le paiement de leur retraite suspendu, avec toutes les conséquences que ceci implique. Depuis quelques jours, les élus nous ont alertés sur le fait que les consulats ont reçu des instructions leur demandant de ne plus effectuer les validations et renvoyer les retraités vers les autorités locales. Les retraités doivent dans ce cas produire des documents traduits et doivent acquitter une redevance. De plus, les administrations locales peuvent refuser cet acte, en particulier lorsqu'il existe dans les pays une représentation française. À ceci s'ajoute un risque important de fraude dans certains pays dans lesquels les autorités étrangères moins scrupuleuses n'hésiteront pas à valider des certificats de vie sans voir la personne concernée. Pouvez-vous vous engager sur des délais concrets de mutualisation et de dématérialisation ? Avez-vous clairement informé nos compatriotes retraités et leurs élus de ces nouvelles contraintes? Accepteriez-vous de donner des instructions aux postes diplomatiques afin qu'ils puissent accomplir ces missions essentielles pour nos compatriotes établis hors de France? Merci. La parole à nouveau à Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Jacky de Romédy. Deux questions. Celle des certificats de vie et celle de la compétence notariale. Sur les certificats de vie, il a été décidé, justement, pour pouvoir aussi trouver des solutions qui soient plus proches, parce que nos Français de l'étranger, et vous le savez notoirement, sont parfois éloignés du consulat, et bien de pouvoir tisser un réseau d'autorités locales compétentes qui seront habilitées à délivrer de tels certificats. Maintenant, regardons à l'usage et naturellement, moi je suis très attaché à ce que les retours d'expérience puissent être exploités. Sur la fonction notariale que pouvaient exercer certains consulats,
très clairement, il a été décidé désormais de passer un certain nombre de conventions avec les réseaux de notaires dans les pays de résidence, afin là aussi de répondre avec une qualité de service qui soit identique. C'est le cas au Québec, où une convention est en train d'être élaborée. C'est le cas également en Chine, où la convention est en cours de négociation, et donc nous sommes en train de diffuser ce modèle partout dans le monde. Là encore, il est très important que le service rendu à nos concitoyens, quelle que soit son évolution, reste de bon niveau. Je suis là-dessus également très preneur de cas concrets qui pourraient être signalés, des difficultés qui pourraient être signalées, pour qu'avec Laurence Haguenauer, qui a été nommée mercredi en Conseil des ministres comme directrice des Français à l'étranger, nous puissions continuer à travailler à un dispositif qui soit le plus utile et au service de nos compatriotes établis hors de France, qui sont une richesse, vous l'avez dit, 3 millions de Français établis hors de France, qui sont pleinement français et français à part entière. Merci. Madame Michèle Vullien, pour le groupe Union Centriste. Vous avez la parole, chers collègues. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Transports. Il y a quelques années, la SNCF scandait haut et fort qu'elle allait nous faire préférer le train. Les 300 passagers présents à bord du Paris-Clermont du 27 juin dernier ont sans doute une opinion bien différente. Bien entendu, nous ne pouvons occulter les circonstances exceptionnelles cumulant conditions météorologiques caniculaires avec un accident de personne. Nous connaissons les problèmes d'entretien du réseau ferroviaire, résultat de décennies de sous-investissement, et nous savons les efforts financiers considérables à entreprendre. Nous sommes tous en mesure de comprendre les cas de force majeure, les aléas climatiques, les accidents. Pourtant, c'est bien la mauvaise gestion de crise qui provoque l'incompréhension et la colère des naufragés du rail. C'est sur ce point que le groupe ferroviaire doit revoir ses procédures. À chaque incident, la même rengaine. Les dirigeants de la SNCF sont convoqués, ils demandent un rapport et mettent des recommandations. Pour ne citer qu'un exemple, le 23 novembre 2017, en réponse à une question écrite de ma collègue Françoise Gatel suite aux incidents de la gare de Paris-Montparnasse, il était écrit, et je cite, « SNCF Réseau a établi un rapport qui a relevé un certain nombre de dysfonctionnements, notamment dans la gestion de la situation et des usagers, et qui comporte 9 recommandations portant en particulier sur l'amélioration de l'information et de la prise en charge des voyageurs. » 1 an et demi plus tard, Madame la Ministre, ce rapport n'a semble-t-il pas été suivi des faits. Pour compléter ce triste constat, un vent de panique souffle depuis ce matin autour de l'accès aux guichets dans les gares, avec des attentes parfois supérieures à 1 heure. À quelques heures d'une grande vague de départ en vacances, où beaucoup de nos concitoyens ont fait le choix vertueux du ferroviaire, j'aimerais connaître, Madame la Ministre, vos arguments pour qu'ils continuent de préférer le train. Je vous remercie. Merci. Madame Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Vullien, vous avez rappelé les circonstances climatiques exceptionnelles de la semaine dernière. Et en effet, certains incidents auraient pu être mieux gérés. Mais je voudrais aussi dire la mobilisation totale des cheminots lors d'une canicule sans précédent, tant pour assurer le meilleur service, le meilleur fonctionnement des trains, que pour accompagner les voyageurs, par exemple, avec des distributions d'eau, ce que j'ai pu voir moi-même, gare de Lyon. Et je voudrais aussi souligner leur mobilisation exceptionnelle pour gérer les conséquences des intempéries ces derniers jours. Alors la fiabilité de nos trains passe, que ce soit pour les grands départs ou au quotidien, repose d'abord sur la remise à niveau de notre réseau. Et vous savez que c'est notre priorité numéro 1. Nous allons investir comme jamais 3,6 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Il nous faut aussi une meilleure organisation de la SNCF. Et c'est ce que nous faisons avec le nouveau pacte ferroviaire. Je pense par exemple aux gares où, jusqu'à présent, SNCF Réseau gère les quais, tandis que les panneaux d'affichage sont gérés par SNCF Mobilité, les réseaux électriques étant partagés entre les deux. Il y aura maintenant une seule entité et un vrai chef de gare. Enfin, je peux vous garantir que nous mettons depuis 2 ans toute la pression sur la SNCF pour que la fiabilité, la régularité et l'information voyageurs soient au cœur de ses priorités. Et c'est bien le sens de la transformation qu'elle mène. Les premiers résultats sont là, je voudrais le dire. Sur les 5 premiers mois de 2019, la ponctualité a progressé de 4,6 points. En outre, depuis les grandes pannes de Montparnasse en 2017, la SNCF a revu à ma demande ses plans de gestion de crise pour ne plus revivre de telles situations.
Madame la sénatrice, les Français comptent beaucoup sur le train et vous savez notre détermination à ce qu'ils aient un service à la hauteur de leurs attentes. Je vous remercie. Merci Madame Vullien. Peut-être quelques mots, il vous reste 7 secondes, mais vraiment quelques mots. Oui, j'entends votre réponse, Madame la Ministre, mais dans quelques mois, certaines liaisons ferroviaires vont être ouvertes à la concurrence et pour rester compétitive, la SNCF doit entamer sa mutation. Le monopole n'existera plus. Merci. La parole est à Monsieur Serge Babary pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail. Avec la réforme de la formation professionnelle et celle de l'assurance chômage, la réforme de l'apprentissage constitue le deuxième chantier social du quinquennat, après celui des ordonnances réformant le Code du travail. La révolution copernicienne, voulue par Madame Pénicaud, s'est traduite le 5 septembre 2018 par la promulgation de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le financement des centres de formation des apprentis, CFA, a été profondément modifié vers un système annoncé comme plus simple, plus transparent, plus incitatif, avec un engagement ministériel prometteur. Tout contrat en alternance est financé. Chaque jeune et chaque entreprise qui signe un contrat en alternance ont la garantie de bénéficier d'un financement. Les centres de formation sont ainsi désormais financés au contrat. Si ce nouveau mode de financement, appelé coût-contrat, est applicable aux contrats d'apprentissage conclus au titre de l'année 2019-2020 par les acteurs privés, nouveaux entrants sur le marché de l'apprentissage, tel n'est pas le cas pour les contrats conclus par les CFA des chambres des métiers et de l'artisanat au dernier semestre 2019. Ces contrats continuent de relever de l'ancien système de financement, le coût préfectoral, avec une compensation de la région dans le cadre de conventions quinquennales. Or, cette compensation régionale est supprimée au 1er janvier 2020. À compter de cette date, les contrats conclus au dernier semestre 2019 par les CFA, chambres de métiers, ne seront donc plus intégralement financés. Cela concerne 70 000 contrats. Ma question est la suivante. Madame la Ministre, allez-vous mettre un terme à cette inégalité de traitement? Un contrat signé à partir de septembre 2019 dans le cadre des conventions quinquennales, non financé par la région à compter de janvier 2020, pourra-t-il bénéficier du coût-contrat à compter de cette même date? Merci. La parole est à Madame Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Babary. Je vous remercie pour votre question. Je vous prie évidemment d'excuser d'abord l'absence de ma collègue Muriel Pénicaud qui ne pouvait pas se joindre à nous aujourd'hui. De quoi parle-t-on? D'une réforme ambitieuse que vous avez décrite et qui a été portée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et qui était fondée sur 3 principes très simples. La liberté de créer ou de développer un CFA dans notre pays en supprimant des obstacles juridiques ou administratifs. La liberté pour les entreprises d'embaucher des jeunes en apprentissage et enfin l'amélioration du statut d'apprenti. L'impulsion qui a été donnée est favorable, positive, puisque nous avons vu croître le nombre d'apprentis qui s'établit aujourd'hui à 7,7%. Vous m'interrogez sur la question plus précisément du financement au coût-contrat et vous le savez, les chambres de métiers souhaitent qu'il y ait une accélération en fait de la mise en œuvre de la réforme de manière à ce que on puisse entre le mois de septembre et le mois de janvier répondre à la problématique de financement des contrats qui seraient signés dans cet intervalle. Ce que je veux voir là à travers cette demande, c'est évidemment une sorte d'hommage à la réforme puisque ce système plus rapide, plus simple et plus sécurisé est plus avantageux que l'ancien. Nous sommes évidemment en lien étroit avec les chambres de métiers pour discuter de la manière dont nous pourrions accélérer cette mise en œuvre. Il faut quand même rappeler 2 choses. Les chambres de métiers peuvent d'ores et déjà bénéficier dès cette année du nouveau système de financement pour tous les nouveaux contrats qui sont signés hors convention régionale, d'une part. Et au final, la question qui se pose réellement, c'est celle du financement des contrats qui sont sous convention régionale. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des discussions entre les associations l'association qui représente les régions et le gouvernement. Et donc, la question qui se pose est de trouver une solution. Et c'est ce à quoi nous nous engageons pour faire en sorte que tous les contrats puissent être financés et qu'aucun apprenti ne soit sur le carreau. Je vous remercie. Merci.
Il reste à peu près 8 secondes. Monsieur Babary, vous voulez les utiliser? Oui, j'espère que cette discussion aboutira parce que les chambres des métiers sont les acteurs historiques de l'apprentissage en France et ils se sont engagés sur une progression de 40% des contrats assignés. Donc, veillez à l'équité par rapport aux autres contrats. Merci. Merci. La parole est à Madame Marie-Thérèse Bruguière pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est un phénomène sans précédent qui s'est abattu le week-end dernier sur le département de l'Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orientales. Un gros tiers de mon département, soit des dizaines de milliers d'hectares, ont été touchés par des températures allant au-delà de 45 degrés, avec pour conséquence la destruction totale des parcelles cultivées. La Chambre d'agriculture tente d'analyser le phénomène qui a conduit nos vignes à être comme brûlées au chalumeau. Cette catastrophe est effective également sur la production de pommes, d'abricots, de melons. Ont été impactés les élevages de poules ainsi que des ruches endommagées. Madame le ministre, puisque c'est Madame le ministre à qui je m'adresse ou Madame la secrétaire d'État, c'est tout mon département 34 qui doit faire face à une situation jamais vue à ce jour. Ce sont des scènes de désolation que l'on observe un peu partout. Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés. Accompagner les exploitants en difficulté, comme le recours à l'activité partielle des salariés, un dégrèvement de la taxe sur le foncier non bâti pour les parcelles impactées, des mesures de report de cotisations sociales, la déduction pour épargne de précaution, la DEP, pour laquelle nous aimerions savoir si vous êtes prêts à nous en présenter le bilan. Mais au-delà, c'est une économie qui est mise à mal. Nous espérons que l'état de catastrophe naturelle ou de calamité agricole soit reconnu rapidement. Mais la déclaration n'a de sens que si les agriculteurs sont assurés. Et hélas, pour la plupart, ils ne le sont pas en raison des coûts prohibitifs. C'est une véritable instauration d'une assurance récolte qui doit être engagée si nous ne voulons pas la disparition de ce capital qu'est le vin. Il faut savoir qu'il y a 4 ans, depuis 4 ans, nous avons subi la grêle, le gel, maintenant des effets de la canicule. Je crois qu'il est temps, Monsieur le ministre, Madame la ministre, qu'on prenne en charge et que l'on s'occupe des agriculteurs et des viticulteurs. Merci, mais je rencontrerai Monsieur le ministre demain sur le terrain. Merci. Merci Madame. Madame Agnès Pannier-Runacher pour la dernière réponse. Et je vous demanderai de rester une petite minute dans l'hémicycle après. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Bruguière. Au nom du gouvernement, je tiens d'abord à témoigner tout notre soutien aux citoyens qui ont été fortement touchés par cet épisode de canicule, de même qu'aux agriculteurs et aux éleveurs qui ont subi d'importantes pertes, comme vous le mentionnez. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation se rendra demain dans l'Hérault pour faire une réunion sur le sujet et pourra apporter des éclairages sur les mesures immédiates qui peuvent être mises en œuvre pour accompagner les agriculteurs dans ces difficultés. Ces événements sont exceptionnels. J'y étais moi-même vendredi dernier, donc j'ai pu mesurer effectivement la température sur le terrain. Votre question, elle pose aussi plus largement celle de l'adaptation de notre agriculture au changement climatique, car ce qui est aujourd'hui exceptionnel semble devoir se répéter. Et il faut mettre en place des outils de gestion des risques. Les événements extrêmes comme la canicule ou les tempêtes de grêle vont devenir de plus en plus fréquents. Face à cette situation, il est important que les agriculteurs aient accès à des outils de gestion des risques performants et adaptés aux besoins des filières. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture a souhaité lancer une réflexion d'ampleur sur ce sujet avec l'ensemble des acteurs, agriculteurs, assureurs, financeurs. La première réunion aura lieu au mois de juillet et il souhaite que ce travail aboutisse d'ici la fin de l'année 2019. Cette réflexion, elle doit aussi nourrir les discussions en cours sur la prochaine politique agricole commune, tant au niveau européen que dans sa déclinaison nationale. Et comme vous le savez, les échanges ont déjà commencé. Plus généralement, ces changements climatiques vont demander aux agriculteurs d'adapter leurs pratiques, comme l'ont souligné vos collègues sénateurs dans leurs rapports récents. Il faut désormais installer une vraie culture de la prévention. C'est aussi l'objectif de la transition agroécologique que porte le gouvernement, et notamment dans le cadre du groupe de travail agriculture du Pacte productif 2025. Je vous remercie. Merci. Mes chers collègues, j'ai le grand plaisir, au nom du Sénat tout entier,
de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une délégation de membres du Bundesrat, conduite par M. Volker Wissing, ministre d'État, ministre pour l'économie, les transports, l'agriculture et la viticulture du Land de Rhénanie-Palatinat, vice-président du groupe d'amitié Allemagne-France du Bundesrat. La délégation est reçue au Sénat aujourd'hui et demain par le groupe d'amitié France-Allemagne, présidé par notre collègue Catherine Troendlé. Il s'agit cette année de la 20e session de travail commune entre les groupes d'amitié du Sénat et du Bundesrat, qui se rencontrent chaque année alternativement en France et en Allemagne. La réunion de cette année est structurée autour d'échanges de vues sur 2 thèmes, la mise en œuvre du traité d'Aix-la-Chapelle, d'une part, et l'énergie et le climat, d'autre part. Les rencontres régulières des groupes d'amitié du Sénat et du Bundesrat ont ainsi contribué à créer, au cours des 2 dernières décennies, des liens étroits entre nos 2 institutions. Ceux-ci ont été confortés par la signature, le 19 mars dernier, d'une déclaration commune entre le Sénat et le Bundesrat qui s'inscrivait dans le cadre de la nouvelle orientation donnée à la coopération franco-allemande par le traité d'Aix-la-Chapelle. Par cette déclaration, nous avons réaffirmé, avec M. Daniel Günther, président du Bundesrat, notre volonté commune de donner un nouvel élan à la relation franco-allemande et de renforcer la coopération et les échanges entre le Sénat et le Bundesrat. La présence au Sénat de la délégation du Bundesrat aujourd'hui s'inscrit pleinement dans le cadre de ces engagements. Nous sommes particulièrement sensibles à cette visite qui nous permet de renouveler la profonde amitié qui lie nos 2 pays, ainsi que l'étroite coopération entre nos institutions. Au nom du Sénat de la République, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue. Et voilà pour cette séance de questions d'actualité du Sénat au gouvernement, une séance marquée largement par des questions sur l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et le Mercosur qui réunit les pays d'Amérique du Sud. Et les sénateurs de tous bords politiques ont exprimé leur opposition, leur critique contre cet accord de libre-échange avec un premier point de crispation sur les conséquences de cet accord pour l'environnement puisque ce traité de libre-échange va entraîner l'ouverture du marché européen aux produits du Brésil où 74% des pesticides utilisés sont interdits en Union européenne, a rappelé la sénatrice communiste Christine Pruneau, et où l'élevage bovin est nourri aux OGM et traité aux hormones. Alors pour le sénateur socialiste Henri Cabanel, il s'agit aussi de rappeler que le président brésilien Jair Bolsonaro est accusé d'accélérer la déforestation en Amazonie. Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne a donc été beaucoup sollicité durant cette séance sur cet accord avec le Mercosur et il a rappelé que le Brésil allait finalement rester dans l'accord de Paris sur le climat et qu'il n'y aurait jamais dans les supermarchés européens de viande bovine traitée aux hormones ou de légumes traités avec des pesticides interdits en Europe. Et puis deuxième point de crispation, les conséquences de cet accord pour l'agriculture européenne puisqu'avec ce traité de libre-échange, eh bien ce sont 99 000 tonnes de viande bovine sud-américaine, 180 000 tonnes de volaille et de sucre qui vont être importées sans taxe dans le marché européen, ce qui pourrait déstabiliser l'agriculture européenne et l'agriculture française, selon le sénateur Les Républicains Daniel Grémillet. Encore une fois, le ministre Jean-Baptiste Lemoyne a tenté de rassurer, de relativiser, notamment à propos de l'importation de viande bovine, puisque ces 99 000 tonnes de viande bovine sud-américaine vont représenter chaque année 2 steaks mangés par Européens. Et puis il a expliqué que les produits du terroir français allaient être protégés puisque 360 produits IGP d'indications géographiques protégées seront préservés dans cet accord avec par exemple le vin du Languedoc-Roussillon qui sera protégé ou encore le jambon de Bayonne, jambon dont vous raffolez Delphine.
Merci beaucoup Alexandre. Et justement, il a fait l'objet d'une séance qui a été dédiée quasiment avec ces questions à travers le Mercosur. C'est Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État. Il est avec vous, Tam Trani. Et oui, Jean-Baptiste Lemoyne, vous étiez au cœur de cette séance de questions d'actualité au gouvernement avec 4 questions, pas moins, sur le Mercosur. Alors on le voit, il y a une opposition, un front d'opposition entre les agriculteurs, les écologistes et puis aussi les pourfendeurs du libre-échange qui se rassemblent pour contester cet accord. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Tout simplement, je vous remercie parce que ça permet tout simplement de faire la lumière sur ce que contient cet accord et ce qu'il ne contient pas. Parce que je vois sur les réseaux sociaux fleurir énormément d'approximations, d'erreurs, de contre-vérités. Fake news. Mais l'addition de contre-vérités ne fait pas une vérité pour autant. Et la France, qui est ce pays des Lumières, ne doit pas devenir le pays de l'irrationnel. Donc revenons-en aux faits et au texte. S'agissant justement de cet accord, nous avons, nous, porté, la France, constamment une vigilance extrême et nous avons arraché avec l'Union européenne un certain nombre de concessions des pays du Mercosur, des concessions en matière tout simplement de clauses de sauvegarde pour éviter que nos filières soient déstabilisées, des concessions également parce qu'ils se sont ralliés à l'accord de Paris et le Brésil, il y a quelques semaines, laissait entrevoir son départ. Oui. Le Brésil est au cœur d'ailleurs des inquiétudes pour beaucoup avec la politique anti-environnementale de Jair Bolsonaro, notamment au cœur des inquiétudes de Nicolas Hulot. Est-ce que lui aussi, il est irrationnel, puisque vous dites qu'il y a beaucoup de personnes irrationnelles dans ce débat, dans ces critiques? J'ai lu la tribune que Nicolas Hulot a rédigée, ou en tous les cas qui est signée de son nom, dans le JDD. Cette tribune contient des éléments factuellement faux. Ça concerne le CETA. Eh bien, je suis désolé de dire que, par exemple, il n'y aura aucune importation en Europe de produits, de viande qui contiennent des substances qui sont interdites en Europe. Il n'y aura... On va en être sûr quand on voit le nombre de fraudes qu'il peut y avoir, de scandales au niveau agroalimentaire aujourd'hui, Jean-Baptiste Lemoyne. Mais vous savez que on est toujours un peu le mauvais élève de quelqu'un. Il y a un certain nombre de pays dans le monde qui aussi parfois mettent en place des embargos sur des productions européennes parce que, hélas, nous n'avons pas été indemnes parfois de scandales sanitaires. Donc aujourd'hui, nous sommes attachés à la qualité et je me réjouis que la qualité de nos produits ait été reconnue à travers ce qu'on appelle les IGP, les indications géographiques protégées. Et c'est quoi? C'est le fait de reconnaître qu'il y a en France, en Europe, des hommes et des femmes qui, sur un territoire donné, cultivent un produit, élaborent un produit et toutes ces marques ont été reconnues. Je pense par exemple aux vins et spiritueux, je pense à des fromages, je pense au foie gras du Périgord, puisque j'ai été interrogé par un sénateur de la Dordogne par exemple. Et ça c'est important parce que c'est la valorisation d'un savoir-faire ancré dans nos terroirs. Est-ce que c'est donc pour vous, finalement, quand on vous écoute, un bon accord ou est-ce que c'est un accord auquel il faut être attentif? Parce qu'on le voit, même au sein de votre famille politique, aujourd'hui, il y a bien des doutes qui se font jour. Il faut toujours être vigilant. Nous l'avons été dans la négociation, nous le serons dans la finalisation, parce que là, on entre dans un processus démocratique. Et d'ailleurs, le Parlement européen, les parlements nationaux seront amenés à s'exprimer. Nous voulons que les parlementaires aient toutes les données objectives pour se prononcer. Nous allons lancer donc des études d'impact indépendantes, mobiliser des scientifiques indépendants, comme nous l'avons fait pour l'accord avec le Canada. Et par ailleurs, cette vigilance, elle va se poursuivre avec le déclenchement d'audits, de contrôles, etc., que ce soit dans les pays du Mercosur, que ce soit à l'entrée dans nos ports ou que ce soit dans les circuits de distribution. Le consommateur européen, il a le droit de savoir ce qu'il y a dans son assiette et donc nous serons intransigeants de ce point de vue-là. Vous parlez des consommateurs, est-ce que c'est un mauvais accord pour nos agriculteurs? On a aussi entendu les réponses de Didier Guillaume cette semaine qui a dit j'y serai très attentif et surtout qui doute aussi de cet accord et qui craint pour les agriculteurs européens et qui, eux, parlent bien sûr de concurrence déloyale. Vous savez, moi je voyage beaucoup dans le monde pour justement lever des barrières parfois sanitaires sur des produits français ou européens. Nos agriculteurs, justement, on les accompagne pour aller à l'export. Je prends par exemple la viande bovine. Nous sommes exportateurs nets. Par rapport au monde. Nous exportons plus que nous n'importons. On voit bien qu'on n'a pas à avoir peur. On a énormément d'atouts dans notre manche. Ces filières ont fait un gros travail lors des États généraux de l'alimentation avec des feuilles de route par filière, y compris sur l'export. Et donc maintenant, nous, on est naturellement à leur côté pour mettre en œuvre ces feuilles de route et à la bataille et à la conquête des marchés. Bien, merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoyne d'avoir répondu à mes questions. Jean-Baptiste Lemoyne, donc très rassurant sur cet accord avec le Mercosur.
Merci beaucoup Tam, et j'accueille Daniel Chassaing, sénateur Les Indépendants de la Corrèze. On entendait justement les explications du secrétaire d'État. Il est venu se justifier. Est-ce qu'il vous a rassuré par ses arguments? Il évoque beaucoup de contre-vérités autour de ce traité de libre-échange signé avec les pays du Mercosur. Alors, si vous voulez, j'ai entendu effectivement Jean-Baptiste Lemoyne. Bon, il est dans son rôle. Je pense que le gouvernement essaye de faire ce qu'il peut, mais c'est très inquiétant, si vous voulez, pour l'agriculture, notamment l'agriculture d'élevage, puisqu'il va y avoir des importations avec un taux de TVA très faible pour les bovins, mais même pas de TVA, notamment pour la volaille. Et vous savez que dans les territoires d'élevage, où c'est très compliqué actuellement, avec une chute des cours, avec une chute de la consommation, eh bien, il y a beaucoup d'agriculteurs qui avaient essayé de diversifier dans la volaille. Et là, moi, je suis très inquiet. La plupart des syndicats sont inquiets. Vous s'attendez à quoi? Une distorsion de concurrence, par exemple? Oui. Alors, si vous voulez, d'abord, la question qui est posée par plusieurs syndicats, comment est-ce que nous, ici, on va pouvoir contrôler si les produits qui vont être fabriqués dans les pays Brésil et autour Argentine, est-ce qu'ils seront aux normes phytosanitaires et puis il n'y aura pas de bœuf aux hormones, hors de ça, question d'en avoir, Jean-Baptiste Lemoyne l'a rappelé. Il y aura des contrôles, il y a des contrôles quand même en France. Il l'a dit, mais enfin, on se rend bien compte que ça sera quand même très compliqué d'avoir des contrôles au niveau de ces pays. Inversement, ne faut-il pas voir cet accord comme une opportunité aussi pour l'agriculture française? Un marché important va s'ouvrir aux Européens. Pour l'agriculture, il l'a dit, pour certains secteurs de l'agriculture comme le vin, comme la charcuterie, comme certains labels, effectivement, ça peut être un plus. Mais globalement, je répète, pour le lait aussi, peut-être, mais pour l'élevage, pour la viande, c'est pour l'instant, en tout cas, quelque chose qui va être assez négatif. Bien sûr, en contrepartie, l'industrie va en profiter, mais ici, lorsqu'on est dans des secteurs agricoles, et il y a quand même beaucoup de secteurs d'élevage en France, c'est pour l'instant pas un bon accord. Et sur le plan environnemental, il y a aussi des doutes, ça a été rappelé, et pourtant, des garanties apportées par cet accord, c'est que le Brésil va devoir respecter l'accord de Paris. Oui, ça a été dit par le ministre tout à l'heure, c'est comme un plus. Le Brésil, jusqu'à maintenant, ne voulait pas respecter l'accord de Paris. Est-ce qu'il va le respecter? Bon, tout ça, c'est des hypothèses dont on n'est pas sûr. Il y a beaucoup aussi d'interrogations autour de ces négociations, de la transparence. Est-ce que le Parlement doit être davantage consulté, associé, justement? Bien sûr, vous savez qu'il faut un changement de méthode? Actuellement, ce n'est pas encore fait, puisqu'il faut une décision du Parlement européen et des parlements nationaux. Donc, à ce moment-là, effectivement, mais j'espère que cet accord sera modifié pour qu'au niveau de l'élevage, il n'y ait pas autant de problèmes qu'on sent poindre. Vous restez avec nous, Daniel Chassaing, mais c'est le principe de cette émission. Retourne salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Tranui, avec la sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre Laurence Rossignol. Oui, Laurence Rossignol, on va parler ensemble du féminicide, un thème qui est tristement d'actualité aujourd'hui. Tout d'abord, vous avez écrit à Nicole Belloubet, à Christophe Castaner pour leur demander une enquête administrative pour déterminer s'il y a eu des fautes de la part de la police, de la gendarmerie, de la justice dans la prévention des féminicides. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez eu des réponses du gouvernement? Non, j'attends que le gouvernement réponde à mon courrier parce qu'effectivement, dans de nombreux cas, sur les 71 féminicides qui ont déjà eu lieu, ce qui est une croissance, une augmentation tout à fait préoccupante des chiffres. Déjà, les chiffres antérieurs des années précédentes étaient dramatiques, mais là, on veut comprendre ce qui se passe. Il y en a davantage que l'année précédente. Et effectivement, dans ces cas que nous connaissons, à plusieurs reprises, les victimes avaient auparavant alerté la police, alerté la justice et n'avaient pas eu de solution. Donc on les a abandonnés à leur bourreau. C'est le cas du dernier féminicide. C'est une femme qui avait déposé une main courante. Une main courante, ça veut dire que d'abord, pourquoi une main courante? Pourquoi pas une plainte? Probablement parce que le commissariat où elle est allée lui a dit « ça ira bien une main courante, on va pas prendre la plainte ». Et donc, il faut que les deux ministères, justice et intérieur, expertise, comprennent ce qui se passe, mettent en lumière les dysfonctionnements de leurs services et qu'il y ait des sanctions. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de sanctions parce que les failles, les défaillances de l'État sont meurtrières.
Est-ce que le gouvernement est à la hauteur dans la gestion de ce fléau quand on se rappelle que les violences faites aux femmes, c'était une thématique essentielle pour le quinquennat d'Emmanuel Macron? À mon sens, il y a aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence humanitaire dans notre propre pays en ce qui concerne les féminicides. Donc le gouvernement doit faire mieux que des comptes Twitter pour annoncer son engagement sur le sujet. Un compte Twitter, ça sauve personne. Il faut du budget, il faut des financements. Alors, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut que les ministres de la Justice et de l'Intérieur réunissent leurs fonctionnaires et les hauts fonctionnaires, les préfets, les procureurs pour leur demander de faire de cette politique une priorité. Il faut que les budgets soient augmentés pour les associations, parce que ce sont elles en réalité qui accueillent les femmes, font les mises à l'abri. Il faut des places supplémentaires et d'ici la fin de l'année, on peut avoir facilement 200 places supplémentaires et un plan pour les années à venir. Donc ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que la fameuse grande cause nationale dont on ne voit pas bien les résultats aujourd'hui, dont on voit effectivement que c'est un sujet de discussion, c'est un sujet de communication pour le gouvernement, il faut que cette grande cause nationale se manifeste par une mobilisation de tous les ministres concernés et une mobilisation de tous les services de l'État. Pour le moment, on n'y est pas encore. Est-ce qu'il n'y a pas eu tout de même une progression dans la façon dont on en parle? Longtemps, on a parlé de crimes passionnels pour les féminicides. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même une évolution des mœurs favorables? Oui, il y a une évolution dans la prise en compte de ces meurtres, mais cette évolution, on la doit d'abord au mouvement féministe, on la doit d'abord aux associations, d'abord aux femmes engagées, à celles qui manifestent ce week-end là-dessus. Qui manifesteront samedi place de la République, et il faut être très nombreuses et très nombreux. Mais je pense par exemple qu'un Tumblr comme celui de Sophie Gourion qui s'appelle Les mots tuent, qui reprend systématiquement les titres qui parlent de crimes passionnels ou d'accidents ou qui ironise sur les conditions du meurtre, un Tumblr comme celui-ci a contribué à ce qu'effectivement on sorte les meurtres des faits divers ou de la fatalité pour leur donner une place politique. Car c'est un sujet politique aujourd'hui. Si une autre politique pénale était autant en échec que celle-ci, s'il y avait 71 hommes morts comme ça sous les coups de leurs femmes, croyez-moi qu'on en fera une politique publique prioritaire. Merci beaucoup Laurence Rossignol d'avoir répondu à mes questions. Merci Tam pour cette nouvelle réaction. Daniel Chassain, il y a cette tribune proposée par Annick Billon, la présidente de la délégation aux droits des femmes. Tous les sénateurs doivent la signer. Vous-même, vous allez la signer? Je vais la signer parce que c'est absolument inadmissible ce qui arrive. Le comportement des hommes vis-à-vis des femmes, c'est pas admissible. Et je pense qu'il faut effectivement, comme l'a souhaité le président de la République, que ce soit maintenant une cause nationale, mais qu'on aille peut-être plus vite. Oui, tout a été fait justement en termes de prévention. C'est aussi là que le bas blesse. Laurence Rossignol le rappelait à l'instant. Oui, je pense qu'il faut effectivement que les plaintes soient prises et puis qu'il y ait des sanctions et qu'il y ait des places pour que les femmes puissent se réfugier. Alors, des places d'hébergement. Autre thème d'actualité aujourd'hui, c'était la question de General Electric et de plus globalement la défense justement de l'industrie française. Je vous propose de réécouter justement cet échange entre Martial Bourquin et la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher et je vous fais réagir juste ensuite. Le 4 novembre 2014, un accord était signé entre le gouvernement français et l'entreprise General Electric. Dans cet accord, GE prenait de nombreux engagements. Il devait, avec l'acquisition de la branche énergie, créer 1000 emplois supplémentaires. Il vient d'en annoncer la suppression de 1044. Selon les calculs des syndicats de Belfort et de Villeurbanne qui étaient en visite au Sénat hier, l'entreprise a supprimé 3000 emplois. Contrairement à ce que vous avez indiqué, General Electric a recruté 3000 personnes. Alors par le jeu des départs et des départs naturels, nous sommes à moins 1000. C'est la réalité et les faits sont têtus, Monsieur Bourquin, j'en suis désolée. Là, on parle de protectionnisme aussi en matière justement d'importation de bœuf. Il y a peut-être un parallèle à faire aussi sur la protection de l'industrie française. On voit là le cas de Belfort avec la suppression annoncée de milliers d'emplois. Alors, si vous voulez, on a eu une politique en France où on a eu depuis 20 ans, depuis 2000, une désindustrialisation au niveau national, puisqu'on avait, en Europe, on était pratiquement à 18%
de fournitures françaises. Actuellement, on est tombé, et l'Allemagne est montée, on est tombé à 13, l'Allemagne est montée à 26. C'est un problème de coût du travail Alors, aussi, Daniel Chassaing? C'est absolument le coût du travail. C'est pour ça que le CICE, c'était très important pour faire baisser le coût du travail au niveau de l'Allemagne. C'est ce qui est à peu près actuellement, on est légèrement plus haut, et c'est par ce biais qu'on arrivera à protéger notre industrie. Bon, on ne peut pas faire de protectionnisme national, mais je pense que l'Europe doit davantage se protéger pour... Bien sûr, on est en Europe, donc c'est au niveau de l'Europe, on doit davantage se protéger. Vous voyez que les Américains font une protection beaucoup plus forte, les Chinois aussi, bien sûr, et nous, c'est au niveau de l'Europe qu'on doit davantage se protéger pour conserver notre industrie, parce que, si vous voulez, en France, il n'y aura pas de plein emploi si on ne réindustrialise pas. Est-ce que la politique menée par le gouvernement, justement, eh bien, va permettre de retrouver nos industries? Oui, je crois que la politique qui a été menée d'abord avec Muriel Pénicaud, notamment les projets de loi sur le code du travail, sur la formation professionnelle, parce qu'actuellement, on a des industries qui ne trouvent pas d'emploi. On a des emplois qui sont proposés, mais qui ne sont non pourvus. On en a à peu près 500 000. Donc c'est par la formation. Deuxième point important, la formation. D'abord, le prix de l'heure qui n'est pas plus important que les autres pays, et la formation, c'est par ce biais. Mais effectivement, pour l'instant, c'est en cours, mais il faut le faire. Il faut que la formation professionnelle, ça se mette en œuvre très rapidement. Alors, vous restez avec nous, Daniel Chassaing. On retourne une dernière fois salle des conférences avec vous, Tam Trani, avec le sénateur LR de Paris, Pierre Charon. On va un peu parler municipal, puisque ça bouge à Paris, Tam. Effectivement, ça bouge à Paris. Pierre Charon, quel regard portez-vous, et bien sûr, ce ticket entre Mounir Mahjoubi et Cédric Villani qui est en train de se constituer face au front Griveaux? Je ne sais pas s'il y a un front Griveaux, mais moi, ça me fait un petit peu sourire. C'est normal. Mounir soutient... et je le trouve très sympathique, le mathématicien, parce que moi, qui n'ai pas très bien réussi dans les mathématiques, il rend les maths sympas, je trouve, ce type-là. Et pour y rendre Paris sympa aussi, Cédric Villani? Je ne sais pas, il a toutes ses chances, puisqu'il a été à égalité dans les sondages, si j'ai bien vu, avec M. Griveaux, qui n'a pas la tête de l'emploi, selon moi. Oui, alors effectivement, donc vous regardez avec une certaine satisfaction ces divisions qui continuent à exister du côté de la République En Marche qui pourrait quand même l'emporter quand on regarde en tout cas les sondages des dernières européennes à Paris. Oui, ça, même au présidentiel, il a fait 90%, le président Macron. Et c'est parce que la droite a voté pour lui au second tour. Il ne faut pas non plus que la tête tourne, hein. C'est comme les résultats des européennes. Ils n'ont pas gagné, ils sont arrivés deuxième, il faut quand même le rappeler aussi. Et donc, pour Paris, ça sera assez compliqué. Je crois que le vrai candidat n'est pas encore arrivé, selon moi. Et que pensez-vous de la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui par Anne Hidalgo? Est-ce que pour vous, elle a une chance de pouvoir être reconduite à son poste? Grâce à la République En Marche, elle a peut-être une chance maintenant s'il n'y a pas d'ordre dans leur rang. Parce que quand c'est disséminé, évidemment, ça favorise une politique qui est détestée par tout le monde. Matin, midi et soir, tout le monde se plaint de la politique de Mme Hidalgo. Donc à la fin, ça va finir par payer. On va finir par s'entendre, à mon avis, pour changer de maire. Mais je ne peux pas m'occuper du casting de République En Marche, vous le comprenez bien. Oui, mais au moins du côté de la mairie socialiste actuelle, vous le dites vous-même, elle pourrait néanmoins peut-être être reconduite malgré toutes ces critiques que vous formulez à son égard? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que bout à bout, quand on se voit les uns et les autres, et on se parle, on n'est pas en guerre, hein, on n'est pas avec des ennemis, on est avec des adversaires. Et bien, quand on se parle, on voit bien que tout le monde souhaite changer. À partir de ce moment-là, à la fin, on change. Votre regard également est bien sur ce candidat Agir qui est en train d'émerger, Pierre-Yves Bournazel, et qui pourrait séduire, hein, on le dit, Emmanuel Macron, et qui a eu le droit, en tout cas, à des échanges avec le président de la République. Ah bon? Est-ce que celui pourrait être un candidat dangereux pour vous? Ah bon, je n'ai pas vu qu'il y a eu des échanges. Il y aurait eu des échanges entre... Il y aurait eu. Il y aurait eu. Pas vu, pas pris. Non, qu'est-ce que vous pensez du... C'est un ami, Pierre-Yves Bournazel, un très bon ami. Un bon profil pour la mairie de Paris? Absolument, il a un très bon profil. Il a gagné le 18e arrondissement avec l'aide de quelques amis, de part et d'autre d'ailleurs, et ça nous a fait gagner 2 siècles pour récupérer cet arrondissement. Donc il est un type formidable qui travaille énormément sur la mairie de Paris. Voilà, après il va falloir choisir. Et qui est en train d'être rallié par des personnes qui maintenant ne veulent plus avoir l'étiquette LR, comme Florence Bertrand, oui, par mais exemple. est-ce que ça suffit à la fin quand vous regardez les sondages? Moi, je souhaiterais qu'on gagne cette fois-ci, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis élu à Paris. J'aimerais un jour être dans la majorité parisienne. Je pense que ça va être assez sympathique de changer la vie des Parisiens. Et pour ça, il faut gagner. Vous voudrez qu'on gagne, mais avec quel candidat? Alors justement, je ne l'ai pas encore trouvé. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Charon, d'avoir répondu à mes questions.
Merci pour cette réaction, Tam. On voit que la Corrèze, ça porte chance parfois à certains candidats à la mairie de Paris. On se souvient de Jacques Chirac. Vous le disiez à l'instant, Pierre-Yves Bournazel est originaire de Tulle. Vous le soutenez, vous suivez avec attention ces élections à Paris, Daniel Chassaing? Je ne suis pas de très près l'élection à Paris. Enfin, je connais bien Yves Bournazel. J'avais été avec lui, je suis allé avec lui soutenir Alain Juppé, notamment dans un meeting à Guéret, donc je le connais. Vous faites partie de la même famille politique? Oui, à un moment, oui, absolument, oui. Et actuellement, il est à Agir, donc nous, on est République indépendant, on n'est pas très loin. C'est à peu près l'équivalent ici au Sénat. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette recomposition politique, justement, qui est en cours? On le voit avec les investitures en marche qui, parfois, déstabilisent, en tous les cas, rebattent les cartes dans un certain nombre de grandes villes. Il y a vraiment un risque, justement, pour des partis de disparaître à l'issue de ces municipales? Bon, alors, si vous voulez, moi, je pense que dans une commune et dans une ville, c'est un projet qu'il faut faire. Et si vous voulez, vous savez que les gens maintenant sont beaucoup moins encartés au parti. Ils veulent voir un projet et des alliances. Les combats, si vous voulez, qui pouvaient se faire à un certain moment dans les villes, je pense que ça c'est périmé. Et il faut une alliance large. Voilà, donc c'est ce que je pense. J'écoutais ce matin le président Larcher, il me disait que son adjoint, quand il était maire, était radical de gauche. Oui, déjà il avait élargi, et je pense qu'après il faut trouver une personnalité, et autour de cette personnalité, je pense qu'elle sera élue et elle fera de bon travail dans la commune, quelle qu'elle soit, si il élargit pour que beaucoup de personnes puissent aussi travailler pour ce projet et pour la ville. Les clivages politiques sont complètement dépassés, selon vous? On voit quand même certains vieux réflexes qui perdurent. Non, je pense que dans les élections législatives, présidentielles, oui. Dans les grandes villes, peut-être. Il y a encore clivage politique, mais dans les villes moyennes et en tout cas dans les communes, les petites communes, tout ça, ça disparaît, et je pense que c'est très bien. Il faut essayer de rassembler les gens pour qui participent au projet et au travail qui doit être fait pour les communes et la ville. On le dit souvent, les municipales vont clairement impacter aussi les élections sénatoriales. Ça pourrait aussi rebattre les cartes ici au sein de la Haute Assemblée, avec une poussée soit de votre groupe, soit du groupe de La République En Marche. Oui, donc je pense, si vous voulez, que les personnes qui ont fait du bon travail et qui ont déjà un acquis, eh bien, les personnes, ça ne va pas être la même élection qu'au niveau européen, où ça, c'était beaucoup plus politique. Je pense que là, ils vont tenir compte de l'équipe et de la personnalité du maire. Ça va être différent des élections législatives et puis européennes. Eh bien, merci à vous, Daniel Chassaing, d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur notre antenne et à bientôt.